Bien, bonjour chers élèves, donc voici la première des deux vidéos promises. Cette vidéo, je vous rappelle qu'elle est consacrée à l'explication de texte numéro 6, c'est-à-dire l'explication de texte consacrée au début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont on avait étudié déjà une partie en cours. Pour mémoire, le postambule, c'est ce qui arrive après les 17 articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Postambule, en somme, ça veut dire conclusion. Et on étudie là la première partie de cette conclusion, dont le propos est d'exhorter les femmes à se battre pour leurs droits, de les galvaniser, de les réveiller, de les secouer, afin de les inciter à l'action. Dans ce texte, en fait, on voit que Olympe de Gouges, elle essaye d'associer à la parole l'acte, et que, bien sûr, il est important de dire, mais il est encore peut-être plus important d'agir. On en était à la deuxième partie de cette explication de texte qui, je vous rappelle, est structurée en trois parties. Donc le but de cette vidéo, je vous rappelle, c'est de terminer cette explication de texte. Ce qu'il vous faut faire, c'est suivre la vidéo, donc vraiment comme si vous suiviez le cours en classe, et d'avoir avec vous votre texte, celui qu'on avait commencé à travailler en cours, et votre fiche, celle qui nous a accompagnés en cours. Sur notre fiche, on en était, comme je vous disais, à la deuxième partie. De mémoire, si je ne me trompe pas, on s'était arrêté au point numéro 6 qu'on avait identifié ensemble en cours le mercredi, juste avant l'arrivée des vacances. Ce point numéro 6, il est entre crochets à l'écran et sur votre fiche. C'est la négation restrictive. Donc maintenant, c'est un type de négation qui est plus clair à vos yeux. Je vous rappelle qu'on a fait le cours sur la négation, le cours de grammaire sur la négation juste avant les vacances. On avait vu les 5 familles de négation, et la négation restrictive, c'est la deuxième famille de négation. C'est cette négation un peu particulière qui consiste moins à nier, mais qu'à restreindre. Donc ici, on l'avait mis entre crochets, cette négation restrictive, elle apparaît à l'écran, hein, et c'est donc à la troisième ligne, troisième et quatrième ligne. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Je vous rappelle que là, il y a comme un blâme de la part d'Olympe de Gouges sur le comportement des femmes qui, un peu à la manière de Manon Lescaut, règne sur la faiblesse des hommes, c'est-à-dire joue de leur charme pour mieux manipuler les hommes. Mais ce comportement, il est présenté par Olympe de Gouges comme étant propre au siècle de corruption, périphrase qui désigne en fait l'avant-révolution. Le constat ici, néanmoins, il est terrible, puisque, alors même que la Révolution, hein, je vous rappelle, avait promis de libérer l'humanité dans son intégralité, tout au moins l'ensemble des hommes et des femmes en France, eh bien, force est de constater que les femmes ont été laissées dans l'obscurité et sont encore dans les fers euh, de l'oppression. On va donc avancer. Ici est fait le bilan de la Révolution, le bilan de la Révolution en ce qui concerne les femmes, et donc, force est d'admettre, comme j'étais en train de le dire, que le bilan est bien maigre. Il n'y a rien à compter en termes d'avantages pour la Révolution et pour les femmes, si ce n'est, comme cette phrase apparaît en rose à votre écran, hein, un mépris plus marqué et un dédain plus signalé. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait au fond à risquer? Euh, Pourquoi ne pas se rebeller? Pourquoi accepter passivement ce sort? C'est un peu la question que fait Olympe de Gouges à ses concitoyennes. Qu'y a-t-il à risquer? Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir. Alors, on va pouvoir avancer et passer au point numéro 7. Alors, le point numéro 7, c'est ce qui apparaît maintenant à l'écran. En jaune, c'est une nouvelle couleur qu'il faut donc identifier tout à la fois sur votre texte et sur votre fiche. C'est la phrase suivante. Le bon mot du législateur des noces de Cana. Et là, c'est une phrase un peu complexe que je vais devoir vous expliquer. Donc, cette phrase, elle apparaît à la suite d'une question rhétorique. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana. Deux questions rhétoriques qui incitent les femmes à se rebeller. En gros, elle leur dit ici, eh bien alors, pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu te laisses soumettre? Pourquoi tu restes si passive face à cette oppression qui est la tienne et qui normalement devrait t'insupporter? Est-ce que tu redoutes le bon mot du législateur des noces de Cana? Ici, nous avons affaire, et c'est le point numéro 7, à une référence intertextuelle à la Bible. Alors, pour mémoire, l'intertextualité, c'est une notion qu'on avait vue en cours lors de l'explication de texte précédente, c'est-à-dire la numéro 5. L'intertextualité, ça fait partie de tous ces mots qu'on avait notés, de ces notions un peu plus complexes que je vous avais proposées. C'est, je vous rappelle, lorsqu'un texte fait référence à un autre texte. Donc ici, quand je dis qu'il y a une référence intertextuelle à la Bible, il faut comprendre que Olympe de Gouges fait une référence à la Bible, et plus spécifiquement au Nouveau Testament. Alors, qui est le législateur des noces de Cana? Ça, c'est une périphrase pour désigner Jésus.
Les noces de Cana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour illustrer la chose, je vais vous montrer un magnifique tableau que vous avez normalement à l'écran et que vous avez peut-être déjà vu si vous avez visité le Louvre. C'est un tableau extrêmement impressionnant qui a été peint par un grand peintre de la Renaissance italienne véronaise. Vous l'avez sous les yeux, vous en avez les dimensions, hein, 6,77 m sur 9,94 m, et de toute façon, la photo illustre plutôt bien la disproportion qu'il y a entre ce tableau et nous-mêmes en tant que spectateurs. C'est un tableau absolument immense, très impressionnant, et qui représente la scène suivante que vous avez maintenant à l'écran. Au centre de ce tableau, vous avez Jésus. Et sur ce tableau, vous avez les noces de Cana. Alors, les noces de Cana, qu'est-ce que c'est? C'est une scène de mariage. Et durant cette scène de mariage, que je ne vais pas vous raconter en long, en large et en travers, il faut simplement retenir le fait que c'est une scène célèbre dans la Bible et dans l'art occidental, pour ne pas parler par ailleurs de son importance dans les religions, et notamment dans la religion chrétienne, bien sûr. C'est une scène d'usage de mariage durant laquelle Jésus va réaliser l'un des miracles qu'on lui attribue, c'est-à-dire la transformation de l'eau en vin. Durant cette scène de mariage, il y a dans la Bible une phrase qui est prononcée et qui est souvent utilisée, dit aux lames de gouge, par les autorités religieuses pour rabaisser les femmes, et même pour justifier euh, le mépris et le dédain que la condition féminine rencontre bien souvent. Alors, je vais me permettre de vous lire le passage auquel Olympe de Gouges fait référence. Le passage, il est dans la Bible, notamment dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, versets 3 et 4. Je vous lis donc l'extrait que Olympe de Gouges mobilise et auquel donc elle fait référence dans son explication, dans son postambule. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est la traduction qui, aujourd'hui, est la plus utilisée. La traduction qui avait cours à l'époque d'Olympe de Gouges, c'était pas exactement celle-ci. À la place de répondre euh, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus disait dans la traduction d'alors, dans le latin notamment qui était employé par l'Église, femme, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Rien. Et cette réponse terrible, lapidaire, rien, qui en réalité est à comprendre dans un sens spirituel et religieux, Jésus annonçant à sa mère qu'il est déjà le Fils de Dieu, etc. Euh, il l'annonce de façon sous-entendue. Elle a été prise au pied de la lettre par les autorités religieuses comme étant un signe de la supériorité de l'homme sur la femme. Jésus rabaissant sa mère, Jésus par extension rabaissant la condition féminine et rappelant à la femme qu'elle est et sera toujours inférieure à l'homme. Et cette justification, elle est d'autant plus redoutable qu'elle est religieuse, qu'elle serait posée comme étant, comme émanant au fond du Fils de Dieu, de l'incarnation véritablement de Dieu dans la religion chrétienne. C'est, si vous voulez, la justification ultime. Bien sûr, ici, Olympe de Gouges, quand elle fait référence à cette phrase, euh, elle va la critiquer et surtout elle va en montrer euh, moins, si vous voulez, sa, disons, sa part misogyne, mais plutôt la manière dont elle est utilisée par les autorités religieuses. Donc cette phrase, vous voyez que Olympe de Gouges ne la cite pas encore tout à fait, elle va la citer en dessous, et j'y arrive dans quelques instants. Elle y fait référence de façon assez lointaine à travers donc cette périphrase qui est le bon mot du législateur des noces de Cana. Alors le bon mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bonne réplique, la bonne réponse. C'est une façon de dire que Jésus, il a bien clashé sa mère, il lui a sorti une petite punchline qui a fait son effet. Voilà, le bon mot, c'est, si vous voulez, on pourrait traduire ça aujourd'hui par la bonne petite punchline qui fait son effet. Bon, Euh, évidemment, cette punchline, Olympe de Gouges va montrer que c'est une fausse punchline, qu'elle n'est pas du tout contre les femmes, et qu'elle est surtout, en fait, instrumentalisée complètement par les autorités religieuses pour abaisser les femmes. Alors, cette référence intertextuelle à la Bible, elle va permettre donc à Olympe de Gouges de s'attaquer à la religion et à la manière dont les autorités religieuses utilisent des arguments religieux pour abaisser les femmes, et que les femmes ne doivent pas se laisser faire.
On avance et on passe donc au point numéro 8. Et le point numéro 8, il apparaît à l'écran en majuscule. Et moi, je vous propose sur votre texte et sur votre fiche de l'encadrer. C'est la conjonction adversative mais. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent cette phrase qu'on analysera ensuite. Ce mais, ces quatre lettres, faites toujours très attention à ces quatre lettres. Elles indiquent souvent dans un texte une opposition et surtout un retournement de situation, un contraste très fort qu'il faut toujours savoir percevoir. On a là une conjonction adversative. Je vous rappelle que la conjonction adversative est cette catégorie grammaticale qui permet de créer une opposition dans un texte. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Olympe de Gouges, elle va créer une opposition entre la religion, le discours religieux qui a des prétentions politiques, et la révolution et la relation qu'elle a entretenue avec la religion. Il faut comprendre ici, en somme, que la révolution a posé les bases de la laïcité en dissociant l'Église et l'État. Au fond, ce que fait Olympe de Gouges ici, c'est rendre à chacun son prêt. La religion s'occupe du spirituel et n'a pas son mot à dire sur ce qu'on appelle le temporel, c'est-à-dire la manière d'organiser un État, la manière d'organiser une nation. Olympe de Gouges nous dit ici que par la Révolution, la religion ne doit plus avoir son mot à dire sur la politique. Et on va creuser un peu justement la manière dont elle formule son propos. En somme, on voit hein, qu'elle renvoie les autorités religieuses euh, à leur territoire. Les autorités religieuses, nous dit Olympe de Gouges, n'ont pas à légiférer. On ne peut pas se fonder, en somme, effectivement, sur la manière dont les autorités religieuses instrumentent la religion pour légiférer, pour créer des lois. La Révolution a marqué une séparation nette à cet égard. On avance et on passe au point numéro 9. Le point numéro 9, elle va creuser cette opposition entre justement les autorités religieuses et les autorités politiques, qui, selon Olympe de Gouges, je vous rappelle, ne doivent pas se mélanger. Chacun, au fond, doit avoir son domaine. Les autorités religieuses administrant le spirituel et les autorités politiques administrant précisément la sphère politique. Pour creuser cette opposition, elle va proposer, et c'est le point numéro 9, nouvelle couleur, la phrase suivante, qui est une métaphore à dimension polémique. Cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique. Alors, cette morale, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression, par ce groupe nominal, Olympe de Gouges, elle fait référence à la religion. Plus spécifiquement, à la religion telle qu'elle est instrumentalisée de façon politique par les autorités religieuses de l'époque. Donc ici, cette morale, c'est à entendre comme cette instrumentalisation politique de la religion. Cette morale, elle est comparée sans outil de comparaison. À quoi? À une plante parasite qui vient s'accrocher aux branches de la politique. Dans la mesure où on a une comparaison sans outil de comparaison, je vous rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une métaphore, mais ça vous l'aviez compris. Cette métaphore, elle permet d'associer la morale religieuse, mais la morale religieuse telle qu'elle est créée et instrumentalisée par les autorités religieuses, à une plante parasite qui vient s'accrocher à l'arbre de la politique. C'est-à-dire, au fond, ici, Olympe de Gouges nous dit il faut arracher cette plante parasite de l'arbre de la politique. Cette plante parasite n'a rien à faire sur l'arbre de la politique. Ce n'est pas son lieu. Elle a un autre lieu, mais c'est certainement pas celui-là. Il faut donc séparer, en somme, les deux plantes. La plante de la religion d'un côté, la plante de la politique de l'autre. Alors cette métaphore, évidemment, elle est polémique. Elle est polémique parce que elle est un peu dépréciative pour la morale religieuse, c'est-à-dire, je vous rappelle, pour l'autorité religieuse de l'époque. Alors bien sûr, on l'avait dit, hein, et on va le redire, la Révolution, de toute façon, c'était des parties de la religion catholique. Pour autant, la religion ne s'était pas fondée sur une forme d'athéisme, mais bien plutôt sur une forme de déisme. Et ainsi, en lieu et place de l'Église catholique, on avait, comme on l'avait vu, le culte de l'être suprême. Et en fait, on rejoint complètement, vous le voyez, cette philosophie religieuse qui est celle du déisme, avec d'un côté Dieu et la spiritualité, et de l'autre côté
euh, si j'ose dire, le politique et la sphère du temporel. Mais il y a quand même ici une dimension polémique. On sait que Olympe de Gouges, et on va creuser la chose d'ailleurs dans la prochaine explication de texte, elle multiplie les propos polémiques pour justement créer une réaction vive chez son auditoire, que ce soit envers ses détracteurs, ses ennemis, comme envers ses soutiens. Le but de ce texte étant véritablement de faire réagir. Il est de faire réagir. Il est de secouer les consciences. Il est de provoquer. D'accord? Dans le but ensuite d'entraîner une réflexion. Mais ce faisant, parfois, elle passe par des propos qui ne manqueront pas de susciter l'esclandre. Bref, donc ici, hein, vous le voyez, elle est véritablement dans une démarche polémique, dans une démarche d'opposition et de contraste entre les autorités politiques et religieuses. On arrive au dernier point de cette deuxième partie avant de glisser vers la troisième partie qui sera assez rapide. Le dernier point, c'est le 10e point de votre fiche nouvelle couleur. C'est cette réécriture de ce passage biblique que je vous ai lu, cette réécriture toute simple puisqu'elle a substitué un mot par un autre. Euh, et bien sûr, cette substitution, cette réécriture, eh bien, est proprement révolutionnaire. Donc, regardons d'abord la phrase qui fait l'objet de cette réécriture. Euh, Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent, femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre. Donc, ici, elle cite la Bible, le passage que je vous ai lu. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Mais en lieu et place du rien, elle va proposer le qui. Et ça, bien sûr, ça change précisément tout le sens euh, du texte qu'elle cite et du texte qui est instrumentalisé de façon politique par les autorités religieuses. Où auriez-vous à répondre? Donc ici, vous voyez qu'elle met véritablement sur un pied d'égalité les hommes et les femmes. Il est temps de ne plus nous laisser faire par les autorités religieuses qui instrumentalisent la religion à des fins politiques, à des fins d'oppression et de domination, nous dit Olympe de Gouges. Nous n'avons pas rien en commun, nous, les hommes et les femmes. Nous avons tout en commun, c'est-à-dire, bien sûr, on le sait dans la perspective d'Olympe de Gouges, nous devons prétendre aux mêmes droits les uns et les autres. Cette réécriture, là encore, elle est polémique et elle en souligne l'importance à travers l'usage du discours direct, qui permet véritablement de citer directement le texte et même d'entendre directement euh, les phrases. Je vous rappelle que c'est pas reformulé, on avait fait hein, les paroles rapportées, je vous rappelle, discours indirect libre, discours narrativisé. Le discours direct est celui peut-être qui est le plus intéressant dans la mesure où il permet d'entendre directement les personnages parler, et là, on entend directement, justement, Jésus parler, et la phrase qu'il aurait pu dire, là aussi, hein, le conditionnel est tout à fait intéressant. Le conditionnel marque justement la différence qu'elle instaure dans le texte religieux. Elle montre bien qu'elle réécrit ici un passage biblique. Il s'agit donc, nous dit Olympe de Gouges, de corriger, et c'est le mot qui apparaît 4 lignes plus haut, il s'agit de corriger justement ces instrumentalisations politiques de la religion qui dénaturent la religion et oppriment les femmes. Euh, il s'agit de devenir des correcteurs de cette morale, ce qui est, selon Lemme de Gouges, hein, justement l'ambition des législateurs français, donc de ceux qui font les lois, et je vous rappelle qu'elle est justement dans un texte qui propose des lois. Bon, voilà comment, ici, Olympe de Gouges nous montre qu'il s'agit pour les femmes d'agir et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur y compris envers ce qui souvent, en tout cas au XVIIIe siècle, pouvait susciter des réticences, c'est-à-dire effectivement les autorités religieuses, qu'elle incite également à combattre, tout au moins elle invite à une opposition à l'égard de ces autorités religieuses quand ils dénaturent la religion pour l'instrumentaliser de façon politique. On passe maintenant à la troisième et dernière partie, qui va être plus courte. Ici, c'est véritablement pour Olympe de Gouges une invitation faite aux femmes à se mobiliser et à se servir de leur force, de leur solidarité et de leur intelligence pour venir à bout des obstacles qu'elles rencontrent et obtenir une égalité en droit avec les hommes.
Alors, la première chose qu'on remarque dans ce passage, c'est ces verbes que je vous demande d'identifier. Comme on a l'habitude de le faire en cours, vous les soulignez, c'est parfait. Ces verbes qui apparaissent dans une période oratoire, en tout cas, c'est une phrase qui peut rappeler une période oratoire. Je vous rappelle qu'une période oratoire, on l'avait vu lors de la précédente explication de texte, ce sont ces phrases qui, dans les discours, sont particulièrement bien architecturées, élaborées, rédigées, qui sont longues, complexes et qui témoignent de l'éloquence de l'oratrice. Ici, effectivement, la phrase elle est assez longue, hein, puisque quand on regarde, elle commence par en haut à gauche s'il s'obstinait, et elle se termine en bas à droite par l'être suprême. Donc c'est une phrase assez longue. Cette phrase sous forme de période oratoire permet à Olympe de Gouges de démontrer son éloquence et surtout, elle va permettre de scander des conseils et même des recommandations, et même des ordres, et même des exhortations. Trois verbes à l'impératif, mode verbal qui permet, je vous rappelle, de donner des ordres, notamment opposez, réunissez-vous, déployez. Donc là, vous voyez que ces verbes à l'impératif sont des verbes d'action, d'incitation à l'action. Ce sont véritablement des verbes qui ont pour propos d'inciter les femmes à agir. Maintenant, vous m'avez écouté, dit Olympe de Gouges, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il va nous falloir agir. Dire, c'est une chose, agir doit toujours venir après. Sinon, bah, au fond, mes paroles sont vaines, nous dit Olympe de Gouges. Ici, on insiste sur l'importance de cette phrase hein, grâce à la forme de la période oratoire, à la manière dont les phrases sont accumulées, juxtaposées les unes aux autres. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers, je fais référence ici à votre fiche, que j'appelle la syntaxe accumulative. Donc la syntaxe, on va en parler quand on fera le troisième cours de grammaire sur les propositions subordonnées, mais je vous rappelle que la syntaxe, on en a déjà parlé jeudi avant les vacances, c'est la manière de construire les phrases. Quand on a une syntaxe accumulative, c'est qu'on accumule, c'est-à-dire qu'on juxtapose plein de propositions entre elles, et donc il y a vraiment un effet de grossissement, d'amplification. On nous montre qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'il y a véritablement ici quantité d'informations à prendre en main. On va avancer et passer au point suivant. Et le point suivant, eh bien, c'est tout bête, c'est un mot en deux lettres et c'est encore une conjonction de coordination et qui apparaît à l'écran, quatrième ligne, ET, que je vous propose d'encadrer. Un peu comme on avait pu dans la partie précédente encadrer la conjonction adversative. Donc on va encadrer cette conjonction de coordination. Et ici, cette conjonction de coordination, elle permet de créer un rapport causal. Donc le rapport causal, c'est celui qui permet de montrer une causalité, c'est-à-dire un lien de cause à conséquence. Toute cause, tout événement engendre des conséquences, engendre d'autres événements. Alors, ici, quel est le lien causal qu'elle établit? Bah, il est tout bête. Suivez mes conseils, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de la supériorité, réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et alors, vous verrez, tout changera. Suivez mon conseil, suivez mes recommandations, agissez, et alors tout changera. Voilà le lien de cause à effet hein, qu'elle souligne. Agissez, cause, conséquence, tout changera. Pour compléter ce deuxième point, on va non seulement, donc, comme on l'a déjà fait, encadrer la conjonction de coordination et on va souligner un autre temps verbal, celui-ci, le futur de l'indicatif, verrez, hein, qui apparaît, verrez bientôt, qu'on va souligner, comme on a pu souligner les verbes à l'impératif. Je pense que quand vous apprendrez vos explications de texte, vous pourrez faire facilement la distinction. On peut également englober dedans le bientôt. Vous pouvez souligner verrez bientôt, l'adverbe permettant justement de cibler un futur très proche. Et ici, ce verrez bientôt, ce groupe permet de souligner la certitude de ce rapport causal. Je vous rappelle que le futur de l'indicatif est ce temps verbal qui permet d'évoquer l'avenir, mais de l'évoquer avec certitude. Et ici, précisément, c'est ce qu'elle fait. Agissez, et alors, avec certitude, tout changera. Et tout changera bientôt. Je vous parle d'un changement, nous dit Olympe de Gouges, auquel vous assisterez, dont vous serez les contemporaines, que vous pourrez voir de vos yeux. Il ne s'agit pas d'un changement sur des siècles et des siècles. Non, non, c'est un changement qui est imminent, si vous agissez. Donc ici, il y aura, quand on fera le cours sur les propositions subordonnées, vraisemblablement encore une question de grammaire possible sur
les propositions subordonnées, conjonctives, circonstancielles, parce qu'elle émet une condition et précisément si cette condition est réalisée, c'est-à-dire si vous agissez, eh bien, conséquence, tout changera. Euh, on va, euh, on va avancer. Donc, on a vu effectivement la manière dont ici l'auteur souligne la certitude des lendemains meilleurs si les femmes s'engagent. On passe au 3, nouvelle couleur, pour identifier une isotopie assez simple, celle de la philosophie et de la sagesse. On est encore en plein dans le mouvement des Lumières, dont on a déjà parlé, dont on rappelle qu'Olympe de Gouges euh, c'est un mouvement qu'elle mobilise souvent, dans lequel elle souhaite s'inscrire, elle souhaite inscrire son texte par ailleurs. C'est un mouvement dont on parlera de façon très circonstanciée sous peu, mais vous le savez déjà, les Lumières sont précisément ces philosophes qui ont eu pour propos de lutter contre l'obscurantisme, c'est-à-dire les ténèbres de l'ignorance, et de répandre les lumières du savoir et de la raison. Donc ici, on va identifier avec cette nouvelle couleur l'isotopie de la philosophie et de la sagesse, c'est-à-dire les mots suivants: principe, raison, philosophie, caractère. Ça permet, cette isotopie, qu'elle saupoudre un peu au terme de son postambule, eh bien, de donner de la légitimité aux propositions qu'elle formule. Elle montre qu'elle s'inscrit dans la philosophie des Lumières et que son projet, au fond, est une application euh, des principes et des projets déjà formulés par les philosophes des Lumières. On avance et, nouvelle couleur, on arrive au bout, rassurez-vous, on va identifier deux choses. Deux choses qui n'en font qu'une en réalité. D'abord, la métaphore des étendards, qui apparaît en bleu, les étendards de la philosophie. Euh, je vais vous expliquer sous peu cette métaphore. Et puis, par ailleurs, la référence à l'être suprême, dont on a déjà parlé, mais dont je vais vous reparler. Alors, les étendards de la philosophie. Un étendard, c'est quoi? C'est très simplement dit un drapeau, en particulier le drapeau que les armées utilisent, les drapeaux sous lesquels on se rassemble. C'est aussi, bien sûr, des symboles de la Révolution et de la nation française qui est en train de naître. Quand elle nous parle des étendards de la philosophie, elle fait tout à la fois une référence à ce nouveau drapeau qui vient d'être créé, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Donc, elle nous montre qu'elle est ici pleinement en accord avec l'esprit de la Révolution et qu'il faut terminer la Révolution, hein. On se rappelle que c'est le projet d'Olympe de Gouges, terminer la Révolution en accordant des droits aux femmes, qui est la dernière catégorie de la population oubliée. D'accord? Donc, si on peut et on veut se rassembler sous les étendards de la Révolution, il faut nous accorder nos droits. Et ici, j'ai dit qu'il y avait une métaphore parce que ces étendards de la nation, ils sont comparés, sans outil de comparaison, à la philosophie, hein. Elle nous parle ici des étendards de la philosophie. Ici, effectivement, elle montre que les Lumières, au fond, auraient aussi leur drapeau, leur étendard, et qu'elles se rassemblent sous ce drapeau-là. Elle agite le drapeau de la philosophie, qui est aussi le drapeau de la nation française, selon l'âme de Gouges. Mais pour que l'étendard de la nation française soit véritablement l'étendard de la philosophie, il faut pouvoir réaliser cette égalité en droit entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, deuxième élément qu'on a identifié, la référence à l'être suprême. Je vous rappelle que l'être suprême, c'est la conception de Dieu que se font les révolutionnaires, qui sont d'obédience déiste, et cette forme, cette philosophie religieuse, on en avait parlé au cours, hein. Je vous rappelle que le déisme, très simplement dit, on creusera la chose à la rentrée, c'est une philosophie religieuse en vertu de laquelle il y a bel et bien l'affirmation de l'existence d'un créateur qui nous dépasse, qui nous transcende, qui est à l'origine de tout, mais qui ne demande pas un culte réglé par des autorités religieuses. C'est une spiritualité qui se fonde avant tout sur un cheminement individuel vers la divinité et un cheminement libre. Ici, qu'est-ce qu'elle nous montre avec cette métaphore et cette référence à l'être suprême? Eh bien, qu'elle s'inscrit pleinement dans l'esprit de la Révolution. Elle nous montre, hein, qu'elle est véritablement révolutionnaire, qu'elle est patriote, qu'elle n'est pas du tout contre-révolutionnaire, hein. Je vous rappelle que ça, c'était l'accusation suprême, et d'ailleurs, c'est l'accusation dont elle va faire les frais, Olympe de Gouges, puisqu'en s'opposant à la terreur, entre autres, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous dirai dans le détail de quoi il en retourne, elle va être guillotinée le 3 novembre 1793. Mais ici, elle nous montre que son texte, il est révolutionnaire, qu'elle cherche à faire la révolution dans la révolution et qu'elle cherche, au fond, à compléter et à parfaire le projet révolutionnaire.
Elle nous montre aussi hein, que son projet, même si elle a été très critique à l'égard des autorités religieuses qui instrumentalisent et donc dénaturent la religion dans la deuxième partie, comme on l'a vu tout à l'heure, elle nous montre aussi que son projet, il se fait sous le regard de cet être suprême, sous le regard de ce créateur suprême et avec sa bénédiction. Enfin, on va terminer cette explication de texte et l'analyse de cette troisième partie avec cette formule d'incitation que je vous demande d'identifier. Donc là, j'utilise une nouvelle couleur, même si le jaune, je l'ai déjà utilisé au préalable, mais je tourne en rond avec mes couleurs. Vous pouvez utiliser une nouvelle couleur pour identifier cette formule d'incitation, d'exhortation. Quelle que soit, d'ailleurs, on peut surligner toute la phrase. Moi, j'ai utilisé cette couleur que pour la deuxième grande partie de la phrase, mais la première partie, elle est tout aussi intéressante. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. C'est une sorte de réécriture de ce proverbe, quand on veut, on peut. C'est une très belle phrase au demeurant que vous pouvez retenir pour votre vie, quels que soient les obstacles qu'on vous oppose dans la vie, si vous voulez les surmonter, vous y arriverez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Donc, c'est une formule d'incitation, c'est une formule qui invite à passer à l'action. Cette formule, bien sûr, elle exhorte les femmes à se rebeller, c'est la formule finale, donc il y a ce qu'on appelle ici un petit effet de pointe, c'est-à-dire c'est une formule qui est bien rédigée, c'est une formule qui est faite pour être mémorisée et pour être appliquée. C'est ce que j'entends par effet de pointe. C'est une phrase conclusive aussi, qui vient terminer, alors non pas le postambule, mais disons une première grande partie du postambule. C'est une phrase qui invite donc à l'action, qui véritablement a pour propos de faire en sorte d'être appliquée par les femmes et d'inciter les femmes à agir. Il y a deux autres éléments à repérer dans cette phrase. Alors, l'antithèse traditionnelle entre pouvoir et vouloir, il y a une opposition, hein. Malheureusement, quand on veut, on ne peut pas toujours. Vouloir et pouvoir sont deux notions différentes, mais ici, cette antithèse, paradoxalement, donc que je vous demande d'identifier avec les deux slash que vous voyez à l'écran, pouvoir, vouloir, cette antithèse, elle est un peu déjouée par Olympe de Gouges, puisque cette opposition entre pouvoir et vouloir, elle en fait moins une opposition qu'une forme d'association. Quand on veut, on peut. C'est ce qu'elle nous dit. Et puis par ailleurs, la négation restrictive, qui est également à identifier, donc entre crochets, vous n'avez qu'à, je vous demande de mettre ça entre crochets et de souligner le ne et le que. J'ai oublié de souligner le que, mais vous soulignez-le, puisque je vous rappelle que la négation restrictive, elle est toujours composée de ces deux éléments. Et cette négation restrictive, en fait, elle est là pour souligner la facilité de la solution que propose Olympe de Gouges. Quelle est la solution à nos problèmes, dit Olympe de Gouges? Bah, il suffit d'agir, en fait. Si on veut agir, bah, c'est bon, c'est gagné. Donc ici, effectivement, il y a vraiment une impression de facilité qui est créée par cette formule extrêmement efficace, hein, et qui est d'ailleurs comme une forme qui entre en écho avec un texte qu'on va voir à la rentrée sur lequel on s'entraînera pour apprendre à commenter les textes argumentatifs, mais dont je vous parle déjà, hein, le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Il y a peut-être là comme une forme de référence intertextuelle entre ces deux textes, Olympe de Gouges faisant référence au texte d'Étienne de la Boétie qui s'appelle Discours sur la servitude volontaire et qui est une sorte de manuel d'insoumission, un manuel de rébellion contre la tyrannie, écrit par un jeune homme de 16 ans. Alors la référence intertextuelle, je ne suis pas sûr qu'elle existe véritablement parce que c'est un texte, celui d'Étienne de la Boétie, qui a été longtemps oublié, qui a difficilement circulé. Je ne suis pas sûr qu'il soit passé entre les mains en fait d'Olympe de Gouges, mais pour le lecteur contemporain, vraiment vous allez voir quand on va étudier l'extrait extrêmement célèbre du discours sur la servitude volontaire, on a vraiment l'impression qu'Olympe de Gouges l'a lu et il fait référence, qui par ailleurs n'est pas peut-être invraisemblable dans la mesure où il y avait chez Olympe de Gouges une certaine forme d'érudition. C'était une femme assez érudite. Voilà donc pour cette explication de texte hein, qui se termine par ce mot fort, vouloir. Il suffit de vouloir s'opposer pour triompher. Quels que soient les obstacles qu'on nous oppose. Il ne nous reste plus qu'à lire la conclusion. Alors que la conclusion, elle n'est pas à l'écran, mais elle est sur votre fiche. Je vous la lis. Le postambule débute donc avec une efficacité remarquable, Olympe de Gouges utilisant les mots comme des armes destinées à parachever la révolution, de fait incomplète, tant que les femmes n'auront pas eu les droits et l'égalité réelle qui leur reviennent. Cet appel à l'insurrection ça veut dire à la révolte, témoigne de la force remarquable de la littérature, dont l'engagement peut servir d'étincelle à même d'embraser les consciences. L'étincelle qui embrase les consciences, c'est justement ce que Olympe de Gouges souhaite. Elle souhaite faire de son texte
cette petite étincelle à même de susciter une grande révolution et même de parachever cette révolution, afin précisément d'améliorer toute la société. Voilà pour cette explication de texte. J'espère que tout était clair. Bon courage à vous.